Nous avons un socialisme très élégant, quoiqu'un peu maigre. Regardez-le aux mains et n'ayez pas peur. Voilà des mains qui n'ont jamais rien changé et ne changeront jamais rien dans le monde. Ce sont des mains de juristes, d'avocats, de professeurs, d'où l'on peut attendre tous les gestes que l'on voudra, mais non point des actions. Occasion de comprendre que c'est le métier qui fait la doctrine. Quand je vois un homme qui vit de plaire et de persuader, je ne conçois point qu'il se jette dans de réelles aventures, ni qu'il ose jamais changer la moindre chose dans cet ordre humain dont il vit. Quand il le voudrait de tout son cœur, si intelligent, si juste, si fraternel qu'il soit, il ne peut pourtant pas se penser tout nu comme un animal, et tirant sa subsistance de la nature extérieure. Cet homme vit de relations, il n'a aucune idée d'une vie sauvage, et toute d'action. Comme il vit, il pense. Les raisons accourent en foule, et ne manquent jamais de s'équilibrer. En des phrases toujours balancées, la fin ne manque jamais d'accourir pour annuler le commencement. C'est ici que se montre le brillant et la faiblesse de l'intelligence séparée, qui toujours délibère et attend, qui toujours se meut dans les possibles, qui serait mieux nommer les impossibles, et dont les solutions ont toujours ce caractère qu'elles sont efficaces dans le système et impossibles dans le fait. Ce jeu d'idées est sans fin, comme une leçon de Sorbonne. On y réfute beaucoup, on n'y conclut guère. Et cela est naturel, car c'est l'action qui conclut. Voilà donc une dangereuse doctrine, qui n'est point dangereuse du tout, parce que l'homme qui n'a point manié l'outil n'est point dangereux du tout, pas plus qu'il n'est utile. J'entends utile devant la nature des choses, incendie, inondation, cyclone. Et, pour tout dire, les plus fortes pensées du monde ne feront jamais bouger une pierre. Voilà pourquoi les mères prudentes voueront bientôt leurs enfants au socialisme, comme elles les voueraient au bleu, afin d'éviter à ce pays les horreurs du radicalisme intégral. Cependant, si vous vous trouvez par rencontre, quelque matin clair et gelé, dans un de ces tramways où il n'y a qu'une classe, admirez la rencontre des mots. Vous observerez une espèce bien oubliée, mais qui pourtant n'est pas morte. Ici, de dures mains qui saisissent encore l'outil absent. Ici, le corps se dispose, non pour plaire, mais pour résister, pour prendre appui. Le froid, premier ennemi, est reçu sans peur et sans humeur, en attendant les autres, qui sont lourds de charge, pierres dures, troncs d'arbres, charpentes, rails. L'épaule se hausse déjà pour porter, et ce même geste, remarquez-le, est celui qui se moque des discours. L'ordre humain n'a point de majesté devant ces hommes qui le nourrissent et le gardent comme on fait d'un enfant au maillot. On ne craint point les changements quand on change soi-même de lourdes choses du matin au soir. L'esprit ne s'arrête pas, alors, aux besoins imaginaires. Il va droit aux besoins réels, contre lesquels ils se sont armés. Nul respect, donc, mais plutôt une disposition toute joviale à changer ce qui n'est pas comme il faudrait. Et que font-ils en leur journée que changer les choses selon l'homme, et sans aucune politesse? Courir contre l'eau, contre le feu, contre le roc, c'est leur métier. Ils vont là de tout leur être. Ils ne savent pas penser autrement. La difficulté, c'est la pierre trop lourde. On s'y met, et on en vient à bout. Non que l'on fasse tout à fait, ni tout de suite, ce que l'on voudrait, mais le pic n'attend pas. Il creuse un trou, un passage pour la pensée. Voilà donc une politique radicale, patiente, obstinée, qui résonne sur le trou même qu'elle fait. Irrésistible si, par un miracle trop peu admiré, elle n'avait remis les plus difficiles travaux aux blanches mains des avocats et des professeurs.